Il était 6 heures du matin dans une zone de haute montagne. La température marquait -5 degrés, un chiffre qui congèle non seulement la laine, mais aussi la chimie des fluides d'un véhicule. Roberto était pressé. Il était en retard à une réunion qui définirait son année. Il est monté dans sa voiture, un SUV flamboyant avec moteur turbo-compressé, et sans y réfléchir à 2 fois, a tourné la clé et a appuyé sur l'accélérateur à fond dès qu'il a entendu la première explosion du moteur. Il voulait le chauffer rapidement pour partir en trombe. Cependant, ce que Roberto a entendu n'était pas un rugissement de puissance, mais un clac sec, métallique et violent qui a résonné dans tout le bloc. En moins de 5 secondes, son moteur de $30 000 était devenu un presse-papier géant. Ce que Roberto ignorait, c'est qu'il venait de commettre le péché capital de la mécanique moderne, le choc thermique et la friction sèche. Selon les statistiques des ateliers officiels, 75% de l'usure totale d'un moteur ne se produit pas pendant que vous voyagez à 120 km/h sur l'autoroute, mais dans ces fatidiques premières secondes après un démarrage à froid. C'est le moment de vulnérabilité maximale où le métal frotte contre le métal sans la protection de l'huile, qui repose encore visqueuse et lourde au fond du carter. Aujourd'hui, nous allons décomposer 21 erreurs qui montreront pourquoi la façon dont vous allumez votre voiture est, littéralement, une sentence de vie ou de mort pour votre moteur. Saviez-vous que les erreurs que vous commettez chaque matin par inertie pourraient vous coûter des années de vie utiles? Préparez-vous, car après cela, chaque fois que vous toucherez la clé ou le bouton de start, vous sentirez le poids de la responsabilité mécanique sur vos épaules. Numéro 21. L'accélération de courtoisie. Le numéro 21 de notre liste est peut-être l'habitude la plus destructive et curieusement, l'une des plus répandues parmi les conducteurs qui ont hérité de leurs coutumes de l'époque des moteurs à carburation. Je parle de la fameuse accélération immédiatement après avoir démarré. Beaucoup croient, à tort, que cela aide l'huile à circuler plus vite, ou que le moteur atteigne sa température de fonctionnement en moins de temps. La réalité technique est terrifiante. C'est ce qui ressemble le plus à réveiller un athlète d'un sommeil profond avec un seau d'eau glacée et l'obliger à courir un sprint de 100 mètres plats sans s'étirer. Quand un moteur a été éteint pendant plus de 4 heures, l'huile s'écoule des parois des cylindres, des manetons du vilebrequin et des coussinets à cause de la gravité. En allumant le moteur, la pompe à huile a besoin d'un temps physique, entre 2 et 5 secondes, selon la température ambiante et la viscosité du lubrifiant. Pour aspirer le fluide du carter, le faire passer par le filtre et pressuriser tout le système jusqu'à la culasse. Si vous accélérez le moteur à 3000 ou 4000 révolutions dans cet intervalle, les pièces métalliques tournent à une vitesse vertigineuse avec une lubrification presque nulle. En termes de métallurgie, vous produisez une usure microscopique mais irréversible sur les segments des pistons et sur les chemises des cylindres. Pire encore est l'effet sur le turbocompresseur. L'axe d'un turbo peut tourner à plus de 100 000 révolutions par minute. S'il reçoit un flux de gaz d'échappement chaud dû à une accélération, mais que son axe n'a pas encore reçu la pression d'huile nécessaire pour flotter sur ses coussinets hydrodynamiques, un contact métal-métal se produira. Une seule accélération de courtoisie à froid peut réduire la durée de vie utile d'un turbo de milliers de kilomètres. La méthode correcte, validée par les ingénieurs, est de laisser le moteur stabiliser son ralenti par lui-même. Ces 10 secondes d'attente sont la différence entre un moteur qui atteint les 500 000 km et un qui meurt à 150 000. Numéro 20. Ignorer le check engine momentané. Au numéro 20, nous entrons sur le terrain de la communication entre la machine et l'humain. Quand vous tournez la clé à la position ON ou appuyez sur le bouton sans appuyer sur le frein, le tableau de bord s'illumine complètement. C'est un protocole de sécurité conçu pour que vous vérifiez que toutes les ampoules et systèmes d'avertissement fonctionnent. Beaucoup de conducteurs, aveuglés par la hâte, démarrent le moteur avant que ce défilé de lumière ne se termine. L'ordinateur de la voiture, ou ECU, réalise un processus appelé POS-T, Power on Self-Test. Durant ces brèves secondes, il vérifie l'intégrité des capteurs critiques, comme celui de position de l'arbre à cams, le capteur de débit de masse d'air, MAF, et les capteurs de détonation. Si vous démarrez de façon instantanée, vous pourriez forcer le moteur à fonctionner avec des valeurs par défaut ou en mode de boucle ouverte durant les premières secondes, ce qui résulte en un mélange trop riche qui contamine l'huile avec de l'essence crue. Les mécaniciens spécialisés en diagnostic électronique avertissent que prêter attention à ces lumières est vital. Si vous notez que la lumière de pression d'huile tarde une seconde de plus à s'éteindre que la lumière de la batterie, vous avez un problème de flux.
Si la lumière de check engine clignote puis s'éteint, le système a détecté une défaillance dans l'allumage qui pourrait endommager votre catalyseur de façon silencieuse. N'ignorez pas ces messages. Votre voiture vous envoie un rapport d'état chaque matin. Le minimum que vous puissiez faire en tant que propriétaire responsable est de lui dédier 3 secondes pour le lire avant de mettre les pistons en mouvement. Ignorer ce rituel de début est comme ignorer une douleur à la poitrine avant de sortir courir. Éventuellement, le système s'effondrera. Numéro 19. Allumer avec tous les accessoires branchés. Le numéro 19 nous mène à une erreur de gestion électrique qui châtie directement le moteur de démarrage et la batterie. Avez-vous déjà remarqué que les lumières de votre voiture s'atténuent significativement quand vous lancez le démarrage? Cela arrive parce que le moteur de démarrage est le composant électrique qui demande le plus d'énergie dans tout le véhicule. Pour vaincre l'inertie du vilebrequin et la compression des cylindres, il a besoin de centaines d'ampères d'un coup. Si vous tentez d'allumer le véhicule avec l'air conditionné activé, la radio à haut volume, les feux principaux allumés et, peut-être, les sièges chauffants branchés, vous divisez la force de votre batterie. Cela provoque une chute de voltage drastique qui peut être fatale pour les modules électroniques sensibles. Quand le voltage tombe en dessous des 10 volts durant le démarrage, l'ordinateur peut se confondre, envoyant des signaux erratiques aux injecteurs ou perdant la synchronisation de l'étincelle, ce qui résulte en un démarrage prolongé et difficile, qui use prématurément les balais du moteur de démarrage. De plus, le compresseur de l'air conditionné représente une charge mécanique additionnelle. Bien que beaucoup de voitures modernes déconnectent l'embrayage du compresseur durant le démarrage par logiciel, sur des véhicules ayant quelques années, le moteur doit lutter contre la résistance physique du compresseur dès la seconde zéro. Cela génère un stress inutile sur la courroie d'accessoires et sur le propre moteur de démarrage. L'habitude professionnelle est simple. Assurez-vous que tout soit éteint avant de tourner la clé. Donnez à votre batterie l'opportunité de concentrer toute sa puissance sur la seule chose qui importe à ce moment-là. Créez la combustion parfaite. Numéro 18. Ne pas appuyer sur l'embrayage même au point mort. Le numéro 18 est un truc de la vieille école qui reste 100% valide pour protéger la mécanique de n'importe quelle voiture manuelle. Même si vous vous êtes assuré que le levier de vitesse est au point mort, neutre, ne pas appuyer sur la pédale d'embrayage au démarrage est une erreur qui ajoute une usure inutile. Quand le moteur de démarrage tourne, il doit mouvoir le vilebrequin et les pistons. Si l'embrayage est couplé, pédale lâchée, le moteur de démarrage doit aussi mouvoir l'arbre primaire de la boîte de vitesse et faire tourner les engrenages submergés dans la dense et froide huile de la transmission, valvuline. Lors d'une matinée froide, cette huile de transmission a la consistance du miel, offrant une résistance considérable. En appuyant sur l'embrayage, vous désaccouplez physiquement le moteur de la transmission, libérant le moteur de démarrage de cette charge supplémentaire. Beaucoup de fabricants modernes obligent déjà à appuyer sur l'embrayage pour que la voiture s'allume pour des raisons de sécurité, mais si votre voiture vous permet de démarrer sans le faire, ne tombez pas dans le piège. Non seulement vous prolongerez la durée de vie utile de votre batterie et du moteur de démarrage, mais vous éviterez aussi un possible accident si pour une raison quelconque la boîte n'était pas totalement au neutre. Ce petit geste réduit l'effort du système de démarrage de presque 30% dans des conditions de froid extrême. C'est de la mécanique de base. Moins de masse à mouvoir équivaut à un démarrage plus rapide et avec moins de friction. Numéro 17. L'erreur du start-stop à froid. Nous entrons dans la technologie moderne avec le numéro 17. Le système start-stop a été conçu pour économiser du carburant et réduire les émissions au feu de signalisation, mais c'est une arme à double tranchant s'il n'est pas géré correctement, spécialement dans les premières minutes de conduite. Beaucoup de conducteurs démarrent leur voiture dans le garage et, à 50 mètres, en arrivant à la première intersection, le système éteint le moteur parce que les conditions basiques d'économie sont déjà remplies. C'est une erreur conceptuelle grave. Bien que le système start-stop soit conçu pour supporter des cycles fréquents, un moteur qui n'a pas encore atteint sa température de service, environ 90 degrés centigrades, ne devrait pas être éteint et allumé constamment. À froid, les tolérances entre les métaux ne sont pas optimales et l'huile n'a pas coulé suffisamment pour garantir une protection totale à chaque redémarrage. De plus, chaque fois que le moteur s'arrête, le flux de réfrigérant et d'huile s'arrête aussi, provoquant des points chauds internes qui peuvent déformer des composants légers. Les mécaniciens de marque premium recommandent de désactiver le start-stop manuellement dès que vous allumez la voiture, au moins jusqu'à ce que l'aiguille de la température arrive à la moitié.
Une fois que le moteur est chaud et que les métaux se sont dilatés jusqu'à leur dimension de conception, le système est beaucoup plus sûr. Forcer des arrêts et des démarrages sur un moteur tiède est une recette pour l'usure prématurée des coussinets du vilebrequin et pour la fatigue du moteur de démarrage renforcé, dont le remplacement coûte 3 fois plus qu'un conventionnel. Ne permettez pas que l'économie de quelques millilitres d'essence détruise l'intégrité thermique de votre bloc moteur. Numéro 16. Démarrer avec le réservoir en réserve. Le numéro 16 est une erreur qui affecte le système d'alimentation et qui peut vous laisser en panne bien plus tôt que vous ne le croyez. Il existe une croyance selon laquelle la pompe à essence ne souffre que lorsque la voiture s'éteint par manque de carburant, mais le dommage réel se produit chaque fois que vous démarrez avec le réservoir sur ses dernières forces. La pompe à carburant d'une voiture moderne est immergée dans le réservoir pour une raison, l'essence agit comme réfrigérant et lubrifiant pour le moteur électrique de la pompe. Quand le niveau est extrêmement bas, la pompe se retrouve exposée à l'air et tend à surchauffer durant l'effort initial de pressurisation du système. De plus, au fond du réservoir s'accumulent des sédiments, de l'humidité et de petites particules de saleté qui sont entrées au fil des années. En démarrant en réserve, la pompe aspire avec force depuis le plus profond, augmentant les probabilités que ces contaminants passent par le filtre ou arrivent même à obstruer partiellement les injecteurs. Un démarrage avec de l'air dans les lignes de carburant, causé par un niveau bas, provoque une combustion pauvre et erratique dans les premiers cycles, ce qui génère des vibrations violentes qui châtient les supports du moteur. Les spécialistes suggèrent de ne jamais laisser le réservoir descendre en dessous du quart de sa capacité. Maintenir un niveau sain de carburant assure que la pompe travaille à froid et que le moteur reçoive un flux constant et propre dès le premier tour. Ne laissez pas une mauvaise planification logistique à la station-service finir par endommager les délicats injecteurs à haute pression de votre véhicule. Numéro 15. Le cycle de clé trop court. Nous arrivons au numéro 15, une erreur de timing ou de synchronisation de la part du conducteur. Cela vous est sûrement déjà arrivé. Vous tournez la clé, le moteur fait mine de s'allumer, mais vous relâchez la clé trop tôt et le moteur s'éteint avec un son plaintif. C'est le fameux démarrage raté ou cycle court. Quand vous relâchez la clé ou le bouton avant que l'ECU ne confirme que le moteur a atteint les révolutions de ralenti, environ 700 ou 800 RPM, vous laissez le cycle de combustion à moitié. Cela provoque la présence d'essence non brûlée sur les parois des cylindres, ce que l'on appelle le lavage de cylindre. Cette essence liquide dissout la fine pellicule d'huile qui protège le métal, laissant le piston exposé à une friction extrême lors de la tentative de démarrage suivante. De plus, ces démarrages ratés génèrent une contre-pression dans le système d'admission qui peut endommager des capteurs délicats ou même la vanne papillon. L'idéal est de maintenir la clé en position de démarrage jusqu'à ce que vous sentiez que le moteur est autosuffisant, mais sans exagérer. Nous verrons cela plus tard. Écouter le rythme du moteur est une compétence que tout conducteur doit développer. Si vous échouez à la première tentative, n'essayez pas de redémarrer immédiatement. Attendez au moins 10 secondes pour que l'excès de carburant dans la chambre s'évapore et que le système électrique se récupère. Numéro 14. Tentative de démarrage consécutive sans repos. Le numéro 14 est un piège de désespoir. Votre voiture ne démarre pas, vous êtes pressé et vous commencez à tourner la clé encore et encore en lançant le moteur pendant 10 ou 15 secondes d'affilée. Ce comportement est la façon la plus rapide de détruire non pas un, mais 3 composants coûteux. La batterie, le moteur de démarrage et le câblage principal. Le moteur de démarrage n'est pas conçu pour un fonctionnement continu. C'est un moteur électrique de grande puissance mais sans système de réfrigération propre. Son fonctionnement normal dure à peine 1 ou 2 secondes. Si vous le forcez pendant 10 secondes d'affilée, la friction interne et la résistance électrique génèrent une chaleur extrême qui peut fondre l'isolement des bobines ou souder les contacts du solénoïde. J'ai vu des moteurs de démarrage littéralement fumer à cause de conducteurs impatients. La règle d'or des mécaniciens est la règle du 10 par 30. Ne lancez jamais le moteur pendant plus de 10 secondes d'affilée. Et si le moteur ne s'allume pas, laissez le système se reposer au moins 30 secondes avant de réessayer. Ce temps permet à la chaleur du moteur de démarrage de se dissiper et à la batterie de récupérer sa chimie interne pour offrir un autre pic de puissance. Si après 3 tentatives la voiture ne démarre pas, insister ne fera qu'empirer les choses. Il y a probablement un problème de carburant ou d'étincelle et insister ne servira qu'à ce que, en plus de ce problème, vous finissiez avec un moteur de démarrage brûlé.
Numéro 13. Ignorez le son de la pompe à carburant. Au numéro 13, nous parlons de la patience auditive. Dans la plupart des voitures, quand vous mettez le contact, position 2, on entend un léger bourdonnement qui vient de la partie arrière durant un couple de secondes. C'est la pompe à carburant qui pressurise la rampe d'injecteur. Beaucoup de conducteurs ignorent ce son et passent de off à start en un seul mouvement fluide. Le problème de ne pas attendre ces 2 secondes est que les injecteurs pourraient ne pas avoir la pression suffisante pour atomiser l'essence correctement lors du premier cycle. Au lieu d'un brouillard fin qui s'enflamme avec facilité, l'injecteur pourrait lâcher de grosses gouttes de carburant qui ne brûlent pas bien, rendant le démarrage difficile et forçant le moteur à faire plus de tours que nécessaire. C'est particulièrement critique dans les moteurs à injection directe, où les pressions de travail sont extrêmement hautes. Habituez-vous à ce rituel. Mettez le contact, écoutez le bourdonnement de la pompe, attendez qu'il s'arrête et alors démarrez. C'est une habitude qui garantit que le moteur s'allume au premier tour de clé, réduisant l'usure du système de démarrage et assurant une combustion propre dès la première explosion. Ces 2 secondes d'attente vous épargneront bien des maux de tête à long terme et maintiendront vos bougies propres des dépôts de carbone dus aux combustions incomplètes. Numéro 12. L'erreur de la batterie faible. Le numéro 12 est une erreur de maintenance préventive. Beaucoup de conducteurs tirent sur la vie de leur batterie jusqu'à ce que la voiture ne démarre tout simplement plus. Elle lance encore le moteur, même si elle a un peu de mal, disent-ils. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'une batterie faible endommage activement l'électronique de leur voiture à chaque tentative de démarrage. Durant le démarrage, si la batterie n'a pas la santé suffisante, le voltage peut tomber en dessous des niveaux critiques de fonctionnement des modules de contrôle. Cela cause l'envoi par les capteurs de signaux bruyants ou distordus à l'ECU. Par exemple, le capteur de position du vilebrequin pourrait envoyer des impulsions erratiques, ce qui fait que l'ordinateur calcule mal l'avance à l'allumage. Cela peut provoquer des détonations ou de petites explosions hors temps qui frappent les pistons de façon violente, quelque chose qui se ressent comme un fort tremblement au démarrage. De plus, un démarrage avec un bas voltage fait que le moteur de démarrage tourne plus lentement. En tournant lentement, la compression dans les cylindres se perd par les segments, qui ont besoin de vitesse pour bien sceller par force centrifuge, faisant que le moteur tarde beaucoup plus à s'allumer. Vous soumettez tout le système à un stress inutile seulement pour ne pas avoir changé une batterie qui prévenait déjà. Si vous remarquez que votre voiture tarde plus à démarrer le matin ou que les lumières du tableau de bord clignotent trop lors du démarrage, changez la batterie immédiatement. Ce n'est pas une dépense, c'est une protection pour les milliers de dollars que valent votre moteur et son électronique. Numéro 11. Démarrer avec le volant bloqué ou tourner à fond. C'est une erreur qui affecte la direction assistée et le système de courroie. Beaucoup de conducteurs stationnent la voiture avec les roues totalement tournées vers un côté et, le lendemain, démarrent le moteur dans cette même position. Quand les roues sont au bout de leur course, la vanne de la pompe de direction assistée, dans les systèmes hydrauliques, ou le moteur électrique, dans les systèmes EPS, sont sous pression maximale. En démarrant le moteur, la pompe de direction reçoit un coup d'énergie soudain et tente de mouvoir le fluide contre une résistance maximale. Cela provoque un cri caractéristique de la courroie qui patine à cause de l'effort et un pic de charge que le moteur doit compenser en augmentant brusquement l'injection de carburant. Cet effort supplémentaire au moment du démarrage, quand l'huile du moteur n'a pas encore de pression, est extrêmement préjudiciable. Les supports du moteur subissent un couple de torsions inutiles et la pompe de direction subit une usure accélérée dans ses joints internes. Le conseil des experts est simple, avant d'éteindre la voiture, redressez les roues. Si pour une raison quelconque vous devez démarrer avec le volant tourné, évitez de le forcer contre la butée. Laissez le moteur se stabiliser un couple de secondes avant de commencer à manœuvrer la direction. Votre système de direction et vos courroies vous remercieront avec des années de service silencieux. Préparez-vous car maintenant nous approfondirons les erreurs qui surviennent une fois que le moteur tourne déjà et comment vos habitudes des 5 premières minutes de conduite peuvent être en train de détruire votre transmission et votre système d'échappement de façon silencieuse. Ne le manquez pas, car le numéro 1 est quelque chose que presque nous tous faisons en pensant que c'est bon pour la voiture. Numéro 10, le ralenti prolongé à froid. Le numéro 10 est l'erreur la plus commune dans les climats froids. Laissez la voiture allumée et arrêtez pour qu'elle chauffe. Dans les anciens moteurs à carburation, c'était presque obligatoire pour que la voiture ne cale pas. Dans un moteur moderne avec injection électronique, c'est du poison pur.
Pourquoi? Parce que le moteur chauffe de façon extrêmement inefficiente quand il n'a pas de charge. Quand un moteur fonctionne au ralenti, la combustion est plus sale. L'ordinateur injecte un mélange riche, plus d'essence que la normale, pour maintenir le moteur allumé pendant que les métaux sont froids. En étant au ralenti, la pression de combustion est basse, ce qui empêche les segments des pistons de se dilater et de sceller parfaitement contre les parois du cylindre. Comme résultat, une partie de cette essence excédentaire s'infiltre vers le carter, se mélangeant avec l'huile et dégradant ses propriétés lubrifiantes. On appelle cela la dilution de l'huile par le carburant. Mais il y a quelque chose de plus grave. Pendant que le moteur, le bloc, chauffe très lentement, la transmission, le différentiel et les roulements des roues restent à température ambiante. Si après 15 minutes de ralenti vous sortez et accélérez normalement en pensant que la voiture est chaude, vous exigerez d'une boîte de vitesse congelée qu'elle gère la puissance d'un moteur qui est déjà à température de service. L'usure par différence thermique entre les composants est massive. La solution technique officielle, attendez 30 secondes pour que l'huile circule et partez conduire doucement. Le moteur et la transmission chaufferont ensemble, sous charge, de façon uniforme et beaucoup plus rapide, réduisant le temps de friction à froid au minimum. Numéro 9. Conduire à bas régime, l'économie qui coûte cher. Au numéro 9, nous parlons du mythe de l'économie de carburant en circulant à très bas tours. Beaucoup de conducteurs mettent la 5e ou 6e vitesse à 50 km/h, laissant le moteur mort à 1200 RPM. Ils croient qu'ils économisent, mais ils soumettent le vilebrequin et les coussinets à un stress mécanique brutal connu sous le nom de charge de basse vitesse. Circuler avec le moteur étouffé génère des vibrations de basse fréquence qui ne sont pas absorbées par les supports du moteur, mais qui se transmettent directement à la boîte de vitesse et à l'embrayage, spécialement au volant bimasse, une pièce qui coûte une fortune à remplacer. De plus, comme il y a peu de vitesse de rotation, la pompe à huile délivre moins de pression que l'idéal juste au moment où le moteur fait un effort plus important pour maintenir la marche. Dans les moteurs diesel ou essence avec injection directe, cette habitude est le responsable direct de l'accumulation de calamine dans la vanne EGR et dans le filtre à particules DPF. La combustion à bas tours et haute charge génère beaucoup de suie qui n'a pas assez de vitesse d'échappement pour être expulsée. À la longue, l'argent que vous avez économisé en essence, vous le paierez multiplié par 10 quand vous devrez nettoyer les collecteurs d'admission ou changer un turbo obstrué. Un moteur sain a besoin de respirer. Maintenez les révolutions dans leur zone de couple optimale. Numéro 8. Ne pas chauffer le turbo avant de le solliciter. Le numéro 8 est vital pour quiconque possède une voiture fabriquée dans la dernière décennie, car presque toutes sont turbo. Le turbocompresseur est une pièce d'ingénierie de précision qui travaille à des températures extrêmes et des vitesses de rotation astronomiques. L'erreur ici est d'entrer sur l'autoroute et d'appuyer à fond avant que l'huile n'ait atteint sa température de fluidité idéale. L'huile froide est épaisse. Imaginez essayer de lubrifier un axe qui tourne à 150 000 tours par minute avec quelque chose qui a la consistance du sirop. Si vous exigez de la pression de soufflage au turbo quand l'huile ne coule pas encore parfaitement, vous créez une micro-usure dans les bagues de l'axe. Avec le temps, cela génère du jeu. Le turbo commence à siffler et finalement il commencera à brûler de l'huile, lançant un nuage de fumée bleue par l'échappement. L'aiguille de la température de l'eau trompe souvent, l'eau chauffe beaucoup plus vite que l'huile. Comme règle générale, bien que l'eau soit à 90 degrés, l'huile met souvent environ 5 à 10 minutes de plus à être prête pour l'action. Soyez patient. Traitez votre voiture comme un athlète, ne lui demandez pas un sprint olympique sans avoir trotté 10 minutes avant. Votre portefeuille vous remerciera quand votre turbo atteindra les 300 000 km sans une seule égratignure. Numéro 7. L'usage excessif du frein en descente, fading. Nous arrivons au numéro 7, une erreur qui ne détruit pas le moteur, mais bien votre sécurité et votre système de freinage. Ne pas utiliser le frein moteur. Beaucoup de conducteurs, en descendant une pente longue juste après avoir démarré, maintiennent la pédale de frein enfoncée constamment ou font des freinages longs et doux. Cela provoque un phénomène physique appelé fading ou fatigue thermique. Les plaquettes et les disques atteignent des températures si hautes que le matériau de friction commence à dégager des gaz. Ces gaz créent une pellicule entre la plaquette et le disque, faisant que la pédale semble spongieuse et que la voiture cesse de freiner, littéralement. De plus, la chaleur extrême peut arriver à faire bouillir le liquide de frein, introduisant des bulles d'air dans le système qui peuvent causer une défaillance totale.
La façon correcte est d'utiliser la compression du moteur. Réduisez d'1 ou 2 vitesses et laissez le moteur retenir le véhicule. N'ayez pas peur que les révolutions montent un peu. C'est beaucoup plus sûr et moins cher que d'user prématurément les disques ou, pire encore, de se retrouver sans frein dans un virage. Les freins sont faits pour arrêter la voiture, le moteur est fait pour gérer la vitesse. Apprendre à équilibrer les deux est la marque d'un conducteur qui comprend la physique de son véhicule. Numéro 6. Éteindre le moteur d'un coup après un long trajet. Le numéro 6 est le péché inverse de celui du démarrage, l'arrêt violent. Vous avez conduit pendant 2 heures sur l'autoroute, vous arrivez à la station-service et vous éteignez le moteur immédiatement. À cet instant, vous avez arrêté la circulation d'huile et de réfrigérant, mais le turbo et le bloc moteur sont à des températures de fusion. Sans le flux d'huile pour le refroidir, l'huile qui reste piégée dans les conduits chauds du turbo se cuisine, se transformant en calamine solide, coquéfaction. Cette calamine agit comme du papier de verre la prochaine fois que vous démarrerez la voiture. De plus, la chaleur résiduelle qui n'est pas évacuée peut provoquer des déformations de la culasse. Après un effort prolongé ou après avoir conduit à de hautes vitesses, donnez à votre voiture un moment de calme. Laissez-la au ralenti entre 1 et 2 minutes avant de l'éteindre. Cela permet aux températures de se stabiliser et aux composants les plus chauds de se refroidir de façon graduelle. C'est l'équivalent de marcher un peu après avoir couru un marathon au lieu de s'effondrer au sol. C'est une habitude de 60 secondes qui peut vous sauver d'une réparation de 2 000 $. Numéro 5. Appuyez sur le frein et l'accélérateur en même temps. Au numéro 5, nous entrons dans un vice commun chez les conducteurs de voitures automatiques. Utilisez le pied gauche pour le frein et le droit pour l'accélérateur. À moins que vous ne soyez un pilote de rallye professionnel cherchant l'équilibre dans un virage sur terre, c'est un désastre pour votre voiture de ville. Souvent, sans vous en rendre compte, vous maintenez une légère pression sur le frein pendant que vous accélérez. Cela est connu sous le nom de brake dragging. Vous obligez le moteur à lutter contre les freins, ce qui génère une chaleur immense dans la transmission automatique, dégradant le fluide ATF, Automatic Transmission Fluid, en un temps record. L'huile de transmission brûlée perd sa capacité à protéger les embrayages internes et les planétaires, menant à une défaillance catastrophique de la boîte. De plus, les systèmes électroniques modernes entrent en conflit lorsqu'ils reçoivent des signaux d'accélération et de freinage simultanés. Certaines voitures coupent la puissance du moteur par sécurité, ce qui peut vous faire peur lors d'une insertion. Maintenez votre pied gauche sur le repose-pied. Laissez la voiture respirer et les freins rester froids quand vous n'en avez pas besoin. Numéro 4. Ne pas utiliser le frein à main sur les automatiques. Le numéro 4 est l'erreur qui est en train de tuer le doigt de stationnement de votre boîte automatique. Vous arrivez, vous mettez P, park, vous relâchez le frein, la voiture bouge de quelques centimètres et vous remarquez un coup sec. Ce coup, c'est tout le poids du véhicule retombant sur un petit cliquet métallique de la taille d'un doigt à l'intérieur de votre transmission. Si vous faites cela habituellement, spécialement en pente, ce cliquet s'use ou peut finir par se rompre. De plus, la pression constante fait que, parfois, il vous est très difficile de sortir le levier de P vers D, devant exercer une force excessive qui endommage les câbles et le mécanisme de sélection. La séquence correcte, recommandée par tous les fabricants de transmissions comme ZF ou Aisin, est arrêtez la voiture avec la pédale, mettez N, neutre, tirez fermement le frein à main, relâchez la pédale de frein pour que le poids de la voiture repose sur les freins arrière et seulement alors mettez P. De cette manière, le cliquet de la boîte est seulement là comme une mesure de sécurité additionnelle, non comme le support principal de 2 tonnes de métal. Mécaniquement, la position P n'est pas un vrai frein. C'est simplement un blocage mécanique qui empêche les engrenages de tourner. Si vous stationnez sur une pente et que vous comptez uniquement sur la position P, vous soumettez ce cliquet et la tringlerie de la boîte à un stress pour lequel ils n'ont pas été conçus comme support principal. Avec le temps, ce composant se déforme ou se rompt, ce qui peut provoquer le déplacement de la voiture seule. De plus, la pression est si haute qu'en tentant de sortir de P pour initier la marche, le levier semble dur et émet un coup violent en se libérant, endommageant les joints et les câbles du sélecteur. La séquence technique correcte pour préserver la transmission est un rituel de 3 étapes que peu de gens exécutent. D'abord, avec la voiture arrêtée et le frein à pied enfoncé, placez le levier sur N, neutre.
Deuxièmement, actionnez le frein à main, électronique ou manuel, et relâchez la pédale de frein pour que le poids de la voiture repose sur les freins arrière. Enfin, mettez le levier sur P. De cette manière, le cliquet de la boîte agit seulement comme un soutien de sécurité et non comme un support de charge. C'est la différence entre une boîte qui change les vitesses comme de la soie et une qui nécessite une réparation de milliers de dollars. Numéro 3. Ignorez les petits bruits en roulant. Le numéro 3 est une erreur psychologique. Vous entendez un léger clac-clac en tournant le volant ou un bourdonnement qui augmente avec la vitesse, mais comme la voiture roule bien, vous l'ignorez. En mécanique, un bruit qui apparaît et ne s'en va pas est l'avertissement d'une défaillance imminente. Ce bourdonnement est souvent un roulement de roue sec. S'il se bloque à haute vitesse, la roue peut se détacher ou causer un accident fatal. Le clac-clac en tournant est souvent un joint homocinétique sans graisse. S'il se rompt, vous perdrez complètement la traction au moment le plus inopportun. Ignorer ces symptômes, c'est permettre qu'une réparation de 50 $ se transforme en une de 500 en endommageant des pièces adjacentes. Votre voiture est un système de composants interconnectés. Une vibration dans le pneu finit par endommager l'amortisseur, qui endommage ensuite le moyeu, ce qui affecte finalement l'alignement et détruit le reste des gommes. Occupez-vous des bruits quand ils sont des murmures, ou vous devrez les écouter quand ils seront des cris au secours sous forme de panne totale au milieu de la route. Un léger bourdonnement qui augmente proportionnellement avec la vitesse est souvent un roulement de roue qui a perdu sa lubrification ou a développé des piqûres sur sa piste de roulement. L'ignorer est dangereux. Un roulement grippé à 100 km/h peut bloquer la roue instantanément ou faire que le moyeu chauffe tellement que le pneu s'enflamme ou se détache. De même, un clac-clac rythmique en tournant le volant est le cri au secours d'un joint homocinétique dont le soufflet en caoutchouc s'est rompu, permettant à l'arène d'entrer et à la graisse de sortir. Si ce joint échoue, la voiture perdra la traction immédiatement, vous laissant vulnérable à une intersection ou lors d'un dépassement. Votre véhicule est un écosystème de pièces interdépendantes. Une légère vibration dans le volant causée par un pneu mal équilibré n'est pas seulement gênante, elle détruit prématurément les rotules de direction, les cils en bloc de la suspension et les amortisseurs. S'occuper de ces symptômes quand ils sont subtils coûte souvent 10% de ce que coûtera la réparation quand la pièce s'effondrera finalement et endommagera tout ce qui l'entoure. Le meilleur mécanicien n'est pas celui qui sait réparer, mais le conducteur qui sait écouter avant que le dommage ne soit irréversible. Numéro 2. Changement de vitesse brusque, manuels et automatiques. Au numéro 2, nous parlons de la violence inutile avec le levier et les pédales. Sur les voitures manuelles, frapper les vitesses use les synchroniseurs, qui sont chargés d'égaliser les vitesses des engrenages. Si vous sentez que la vitesse craque, vous arrachez des copeaux de métal de votre transmission. Sur les automatiques, l'erreur équivalente est de passer de D à R ou vice-versa, pendant que la voiture bouge encore, même un peu. Vous forcez la transmission à inverser le sens de rotation de pièces ayant de l'inertie, ce qui génère des pics de pression hydraulique qui peuvent faire éclater des joints internes ou des vannes du corps de vanne. La douceur, c'est la vitesse. Les meilleurs conducteurs sont ceux dont les passagers ne remarquent même pas quand une vitesse a été changée. Traiter la transmission avec respect assure que les changements restent précis et doux durant toute la durée de vie utile du véhicule. Rappelez-vous, chaque fois que vous forcez une vitesse, vous raccourcissez la vie de la pièce la plus complexe et coûteuse de votre voiture après le moteur. Dans les transmissions automatiques modernes, le fluide hydraulique se charge de coupler les embrayages internes. Quand vous passez de D à R alors que la voiture recule lentement, vous obligez la transmission à arrêter l'inertie du véhicule par friction hydraulique et mécanique interne, au lieu d'utiliser les freins de service. Cela génère des pics de pression massifs qui peuvent faire éclater des joints internes ou endommager le corps de vanne, le cerveau hydraulique de la boîte. Dans les boîtes manuelles, le dommage est encore plus direct. Les synchroniseurs et les pignons reçoivent un impact de choc qui peut arracher des copeaux de métal, lesquels circuleront ensuite dans toute l'huile, agissant comme de l'émery contre tous les autres engrenages. La règle d'or pour la longévité de la transmission est la pause complète. Vous devez vous assurer que la vitesse du véhicule soit exactement de 0 avant de bouger le levier. Ne comptez pas sur l'électronique pour vous protéger. Bien que beaucoup de voitures modernes aient des blocages de sécurité, le stress mécanique se produit de toute façon sur les supports du moteur et l'axe de sortie.
Une pause d'une seconde avant de changer de vitesse peut vous épargner le traumatisme d'une transmission qui commence à donner des coups ou à patiner, symptôme clair d'une unité qui a été abusée systématiquement par la hâte. Numéro 1. L'habitude de faire patiner l'embrayage ou de laisser le pied appuyé. Nous arrivons au numéro 1, l'habitude la plus destructive et commune de tous les conducteurs de voitures manuelles. Laisser le pied légèrement appuyé sur la pédale d'embrayage ou maintenir l'embrayage enfoncé au feu de signalisation. Beaucoup de conducteurs croient que, s'ils ne sentent pas que l'embrayage patine, il n'y a pas de dommage. Faux. Le simple poids d'un pied reposant sur la pédale, même quelques grammes de pression, est suffisant pour actionner la butée d'embrayage. Ce composant n'est pas conçu pour tourner constamment, il est fait pour travailler seulement durant les secondes que dure le changement de vitesse. En maintenant le pied là, le roulement génère une friction thermique constante contre le diaphragme de l'embrayage, ce qui finit par cristalliser le matériau et épuiser la durée de vie utile de la butée en une fraction du temps prévu. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus grave et moins connu, l'usure du roulement axial du vilebrequin. En maintenant l'embrayage enfoncé, vous exercez une force physique qui pousse le vilebrequin vers l'avant contre les parois du bloc moteur. Ces petites rondelles de poussée sont chargées d'empêcher le vilebrequin de bouger longitudinalement. Si elles s'usent à cause de cette habitude, le vilebrequin commencera à avoir un jeu axial. Une fois que cela arrive, le moteur est techniquement condamné. Le jeu endommagera les joints d'huile, provoquera des fuites massives et finalement, peut détruire le bloc moteur de l'intérieur. La solution est un changement d'habitude radical dès que vous n'avez plus besoin de changer de vitesse. Retirez complètement le pied et mettez-le sur le repose-pied. Au feu de signalisation, mettez le point mort, neutral, et relâchez la pédale. Ce petit geste de discipline mécanique est, sans aucun doute, l'action individuelle qui peut vous faire économiser le plus d'argent tout au long de la vie de votre voiture, évitant l'une des réparations les plus laborieuses et coûteuses de l'industrie automobile. Et c'est ainsi que nous terminons notre parcours des erreurs les plus communes que vous commettez sûrement en démarrant votre véhicule. Vous avez maintenant la connaissance, c'est à vous de l'appliquer. Nous nous voyons sur la route.